Très chers amis, très chers internautes, vous qui me suivez à partir de ma chaîne Diaspora Nabisumoko, je vous suis très reconnaissant pour m'avoir donné encore une fois cette opportunité de pouvoir venir dans vos maisons. Aujourd'hui, encore une fois, concernant la rubrique concernant notre pays d'origine qui est la République de moitié du Congo, j'ai voulu insister beaucoup sur un thème qui m'est venu vraiment à l'esprit et j'ai voulu vraiment qu'on puisse parler de comment expliquer la crise actuelle en République de moitié du Congo. Brièvement, nous n'allons pas, je ne veux pas vraiment monopoliser la parole, être vraiment trop long, mais il y a ces quelques facteurs que nous avons eu à échanger avec certains de mes amis et certains partenaires des chaînes internationales, des chaînes internationales, des journalistes européens, des journalistes internationaux. Et dans ce sens-là, nous avons eu beaucoup à dire concernant notre pays et concernant la politique mondiale. Mais concernant notre pays, nous avons vraiment beaucoup discuté concernant la crise actuelle qui décime, en tout cas qui est en train de déranger la bonne gouvernance dans notre pays. Il y a trois facteurs. Il y a trois facteurs que nous avons épinglés avec nos collègues majeurs qui expliquent la situation actuelle au niveau de notre pays. Tout d'abord, au niveau de l'Est, il y a les appétits économiques et hégémoniques de certaines puissances étrangères, dont des pays limitrophes comme le Rwanda et l'Ouganda. Il y a les incohérences et les contradictions de la communauté internationale face à la situation propre en République démocratique du Congo, donc sur le terrain. Parce que nous ne comprenons pas la politique que prône la communauté internationale. Deux fois, on est vraiment étonné pourquoi elle n'agit pas, ou on veut bien des sanctions, mais jusqu'où on va en arriver avec ces sanctions-là. Donc il y a aussi la faiblesse structurelle des institutions étatiques congolaises et l'incapacité, je dirais, des dirigeants congolais à y trouver une parade. Donc nous allons commencer d'abord par le point 1 qui est donc les appétits économiques et hégémoniques de certaines puissances étrangères dont les pays limitrophes comme le Rwanda et l'Ouganda sont en train de pouvoir faire en sorte que ces situations de conflits armés puissent persister au niveau surtout de l'Est, là où nous avons beaucoup de minéraux. Il y a le coltan qui arrive de là, il y a la cassitérite, il y a l'or aussi qui sort de là. Donc voilà pourquoi vous voyez au niveau de l'Est, au niveau de la province orientale, il y a les conflits qui persistent. Voilà pourquoi j'ai dit, pour beaucoup d'acteurs, le chaos entretenu au Congo permet une exploitation illicite des ressources naturelles. Des réseaux mafieux, mais aussi des multinationales bien connues achètent et commercialisent des produits issus de cette contrebande sans devoir payer quelques royautés à l'État. Donc, et pour des pays voisins comme l'Ouganda, mais surtout pour le Rwanda, c'est aussi là un réservoir à exploiter ou à extraire en toute quiétude, aussi bien pour assurer la gestion interne de leur clientèle politique que pour soutenir leurs efforts de développement. Voilà pourquoi le message que je vous avais passé la fois passée, j'ai voulu vraiment insister concernant mes compatriotes congolais. J'avais dit que il y a au niveau du Rwanda et de l'Ouganda cet appétit, donc cette soif-là de pouvoir toujours venir s'enrichir de force pour venir toujours piller au Congo, se ressourcer dans nos minéraux de manière sanguinaire, de manière illégale, en tuant nos populations, en les forçant de se déplacer. Et en se déplaçant comme ça, ils ont le terrain vide, ils ont la même mise sur le minerai, sur nos terres, de pouvoir extraire n'importe quel minerai. Voilà pourquoi vous allez vous rappeler en son temps, Kagame avait tenu des propos vraiment grossiers, des propos grossiers concernant l'est de notre territoire et concernant même notre pays, le qualifiant de Wenze en Lingala, donc de marché. Donc, et que c'est lui qui était le chef, donc le capitaine Wenze de notre territoire au niveau de l'Est.
Donc il peut faire tout ce qu'il veut, il peut décider à sa guise si, si ses troupes vont entrer, si ses troupes vont sortir comme il veut, comme il entend. Donc voilà pourquoi au niveau de l'Est, avec la fuite de Kundabatware, la fuite de Mutebussi, de tous ces gens-là, des M23 qui ont fui, ils ont élu domicile maintenant au Rwanda. Et pourtant en violation flagrante de l'accord cadre. Parce que l'accord cadre dit que personne parmi ces États-là qui ont signé les accords ne peuvent héberger dans leur territoire des personnes qui sont recherchées pour crimes ou pour d'autres motifs concernant les conflits qui persistent au niveau de l'Est du Congo. Voilà pourquoi je vous dis que c'est grave ces propos-là, donc tenus par Kagame. Donc je vais continuer. À cet effet, à cet aspect s'ajoute, évidemment, d'indéniables préoccupations d'ordre sécuritaire qui s'expliquent par l'assémage de nombreux groupes armés, donc la prolifération de nombreux groupes armés dans la région. Un phénomène que l'État congolais à lui seul n'est pas capable d'endiguer ou d'enrayer. Malgré ces dénégations, le Rwanda est le principal instigateur ou bénéficiaire de l'explosion des violences actuelles. C'est le Rwanda, comme je vous l'ai dit. Ce n'est pas un autre pays, c'est le Rwanda. C'est Paul Kagame qui s'est dit le Kapita Wenze. C'est lui qui est l'instigateur de tout ça. À titre d'exemple, après la création du RCD en 1998, le Rwanda avait mis près de 2 ans avant de reconnaître sa participation au conflit qu'il s'évertuait à présenter comme purement interne au Congo, donc aux Congolais. Alors que c'était des théâtres qu'eux-mêmes étaient en train de fomenter là-bas, de dire que nous ne sommes pas engagés dedans, nous ne connaissons ni ce qui se passe là-bas, ni ce qui est en train de se perpétrer là-bas. Alors que c'était faux. Avec le M23, il n'y a pas de raison qu'il change de stratégie. Et comme l'indiquent des récents rapports des experts de l'ONU, l'Ouganda joue un mauvais rôle similaire dans le conflit. Le comble, c'est qu'aujourd'hui, c'est vers Kagame et Museveni et Kabila se tournent pour essayer de stopper le M23. Une stratégie dont le succès dépendra donc de la sincérité des engagements que prendraient ces deux dirigeants qui se comportent ici aussi bien en pyromane qu'en sapeur-pompier. Donc, ce sont des situations provoquées par eux-mêmes. Ils se font dire que nous n'avons rien à voir dans tout ça. Donc, ils jouent avec le feu, quoi. Ils jouent avec le feu, ils jouent avec le peuple congolais. Voilà pourquoi je vous dis, regardez un peu les facteurs. Ça, c'était le premier facteur. Mais le deuxième facteur, c'est la communauté internationale. La communauté internationale a toujours pris des positions incohérentes, sinon contradictoires, par rapport à la situation complexe du Congo au niveau de l'Est. On sait depuis longtemps que des armées et des entreprises étrangères y opèrent en toute illégalité et brutalité dans l'exploitation des ressources, que le droit international y est régulièrement bafoué avec le non-respect des frontières du Congo. Des ONG et autres acteurs locaux ou étrangers n'arrêtent pas de dénoncer des viols et autres exactions dont les populations locales sont régulièrement victimes. Mais on ne fait pas grand-chose pour aider le Congo à mettre fin à ce chaos. C'est ce qui est regrettable. C'est vraiment regrettable. Donc rien n'est fait. Une force internationale de la MONUSCO, bien équipée et très coûteuse, y est déployée, mais avec un mandat tellement flou ou limité, sans qu'on sache clairement à quoi sert sa présence. Dans les derniers développements qui ont conduit à la création du M23, c'est encore la communauté internationale qui a acculé le gouvernement congolais à devoir arrêter Bosco Tangada pour le déférer au niveau de la CPI. Maintenant que Tangana et ses partisans sont en guerre contre le gouvernement de Kinshasa, où sont
je me pose la question, où sont passés ceux qui en voulaient à son arrestation? Aujourd'hui encore, nonobstant les 3 rapports des Nations Unies mettant en exergue le soutien accordé par le Rwanda et l'Ouganda au M23 et qui corroborent ce que d'autres observateurs ou analystes avaient toujours stigmatisé, aucun compromis ne se dégage au niveau international pour adopter des vraies sanctions à l'encontre de ces pays, pour les contraindre à jouer un rôle plus positif dans la crise congolaise. Donc c'est entretenu, c'est voulu. Comme je vous l'ai toujours expliqué, c'est voulu. Ils ne veulent pas. Qu'est-ce ils vont gagner dans tout ça? Qu'est-ce qu'ils vont gagner dans tout ça? Ils ne veulent pas. Ils veulent pas. Je vais vous mettre un extrait de ce que le leader travailliste Jérémy Corbyn a dit concernant même le fléau, les conflits au niveau de l'Est là. Suivez d'abord cet extrait et je reviens tout de suite. Merci beaucoup. For example, a UN observer at the East Timor referendum, which had come at the end of an appalling civil war that had gone on for decades, with tens of thousands of people lost their lives, and that military UN intervention to enforce the ceasefire by and large worked. And I think you have to be aware that there are cases where you can do that, but it has to be done on a basis of law, and it has to be done through the United Nations. On the question of veto's responsibility to protect, I'm interested in the responsibility to protect issue and argument. Again, I think it has to be backed up by international law and backed up via the United Nations. I have also been in Rwanda and Burundi and the DRC, and the war in the DRC has claimed probably more lives than any other conflict that has happened since the Second World War. It has not had the attention of the world's media. It has not had the concentration of the world's media, and the killing has gone on. Rape has become an instrument of war in the DRC, and indeed I've been in Goma meeting hundreds of women who were collective victims of rape, and it was the most traumatic and educative experience of my life just to talk to them. Could something have been done? Yes. Could we have done more to promote a ceasefire? Yes. Could we have done more to challenge blood diamonds, coltan, and all the other things that are brought out of DRC? Yes. Why didn't we? Many, many questions I ask, one of which is the economic interests of people that didn't want us to intervene because they were getting the wealth out of there. Could something have been done to intervene at the time of the genocide in Rwanda? Yes, I believe it could. And indeed, I've met people in both Rwanda and Burundi who feel very bitter to this day that more was not done. And again, there seems to be an assumption that a war in Africa is somehow or other different to something on the edges of Europe. And so I think we have to engage. We also have to engage positively afterwards, because if you think of nations that have come out of conflict, take Colombia, take El Salvador. Colombia, decades and decades of civil war. Eventually, by good action by neighbouring countries, a ceasefire was produced and a peace process has developed. But if you don't stay the course afterwards, as happened in El Salvador, those that were formerly protagonists in a civil war then end up in criminal gangs, and you have a similar degree of killing and instability, this time for crime rather than the purposes of engagement in that civil war. So it is about engagement, but it's also about use of the UN and international law. My question mark is over unilateral action. Voilà, très chers compatriotes. Troisième mois, donc pour poursuivre notre débat de ce jour, notre thème de ce jour. Il y a, le troisième point, c'est quoi? C'est les autorités congolaises n'ont fait montre ni de sens de responsabilité. Donc, si c'est des incompétents, ils sont irresponsables, ni de réalisme dans la gestion de la situation au niveau du Kivu. Les troupes dépêchées sur le terrain n'ont jamais été capables de contenir l'avancée des rebelles. Il y a trop d'infiltration dans les lignes de l'armée régulière, trop peu de soutien logistique ou même de soutien politique pour les éléments engagés au front. Mal nourris,
mal équipés, peu équipés, etc., la faiblesse de l'armée et de l'appareil étatique en général constituent les premiers vrais problèmes actuels du Congo. L'État n'existe pas. Voilà pourquoi je vous ai dit, je vous ai démontré l'autre fois quand j'ai développé que l'appareil étatique était déjà mort, était déjà fini. Il y a le stétocide en anglais comme on dit. Donc eux, en venant au Congo, ils se sont attaqués au niveau de la tête, au niveau du sommet. Ils avaient leur objectif. L'objectif était au niveau du sommet de faire en tout cas en sorte qu'ils puissent avoir le contrôle de tout. Et de là, tout ce qui s'ensuit aujourd'hui, c'est tout ce qui en découle après le stétocide, c'est quoi? Il y a le crime de génocide, il y a le crime d'apartheid, il y a le crime de guerre, le crime contre la paix, il y a le crime contre l'humanité, il y a le crime de guerre, il y a tous ces crimes-là qui découlent au fait du stétocide. Du stétocide, très chers amis, très chers internautes. C'est grave. Donc on s'est attaqué au niveau du sommet. Au niveau du sommet, il était question de placer quelqu'un qui, en fait, va leur permettre de pouvoir continuer leur sale besogne, c'est-à-dire le pillage, c'est-à-dire le viol, c'est-à-dire les massacres de tout genre au niveau de l'Est. Mais ce n'est pas toujours au niveau de l'Est, mais au niveau de toute l'étendue du pays. Aujourd'hui, les conflits se sont développés au niveau, ça s'est déplacé, ça s'est muté au niveau du Kasaï, au niveau du Katanga, mais maintenant c'est toute la République qui est en feu, qui est mise à feu. C'est grave. C'est grave. Il y a la faiblesse de l'armée, comme je le disais, et de l'appareil étatique en général, constitue les premiers vrais problèmes actuels du Congo. Car tant que le pays ne sera pas à mesure de se défendre lui-même, tous les acteurs externes, pays limitrophes ou autres réseaux, voudront toujours y aller se servir à leur guise. Malheureusement, malgré cette situation pitoyable, les dirigeants politiques congolais, toutes obédiences confondues, semblent toujours plus préoccupés par le partage du pouvoir et de ses prébendes, et peu enclins à privilégier les intérêts vitaux du peuple et des populations. C'est regrettable. Aujourd'hui, tous ceux qui sont là, c'est seulement le pouvoir. Donc ils sont là seulement pour les postes. Ils sont là seulement pour leur ventre, des ventrologues, des postologues. C'est regrettable. C'est regrettable. De même, depuis le renversement du défunt maréchal Mobutu par un mouvement armé et les différentes promotions ou gratifications qui ont été accordées ensuite aux seigneurs de guerre des années 1998-98 à 2003, beaucoup d'acteurs politiques ont compris qu'il est plus facile d'accéder au pouvoir par la violence plutôt que par toute autre voie. C'est ce qui est regrettable. C'est cette culture qui est ancrée maintenant dans l'élite congolaise. Donc, chancez le Kopamba, comme on dit, mais chancez le Kopamba, c'est parce qu'en vous armant, et vous croyez que vous pouvez diriger n'importe qui et n'importe comment. Mais non. C'est l'état de droit qui doit prévaloir. Le chaotique cycle électoral organisé en 2011 est venu par ailleurs conforter les uns et les autres dans cette conception. Et cela risque d'accroître chez beaucoup d'acteurs politiques locaux la tentation de rejoindre les mouvements armés comme M23 en vue d'une éventuelle négociation et d'une probable redistribution future du pouvoir. Donc ce serait toujours pareil. Ce qui donnerait alors à ces mouvements une autre connotation et qui arrangerait fortement les pays aujourd'hui cités comme agresseurs ou parrains des rébellions. Le Rwanda, l'Ouganda. C'est regrettable. C'est regrettable, chers amis. Il est trop tôt pour prédire l'issue probable du conflit actuel, mais pendant ce temps, et comme toujours, ce sont encore les populations civiles qui paient les frais de cette conjonction des facteurs qui les dépassent et qui ne leur bénéficient en rien du tout. Pour mettre un terme à cette situation, il faudra une approche globale de la complexité des problèmes du Congo qui tienne compte de tous ces facteurs explicatifs à la fois et à tous les niveaux. Se limiter à un seul aspect du problème accouchera toujours d'une solution partielle qui perdurera dans le temps.
C'est regrettable, très chers amis. C'est regrettable. Voilà pourquoi il est vraiment très important de pouvoir éviter la pérennisation au niveau du sommet de l'État congolais des étrangers. Ces étrangers, nous ne voudrons que tous les contextes que je viens de vous décrire, tout à l'heure. Voilà pourquoi aujourd'hui, notre pays est devenu, comme en légal on dit, un Wenze. Donc le marché, c'est regrettable. Nous devons vraiment prendre des mesures, des mesures appropriées pour en finir et pour mettre fin à ce cycle-là. Je vous remercie beaucoup pour le temps que vous avez disposé pour suivre cette tranche concernant notre pays et concernant les messages patriotiques que je passe toujours au niveau de ma chaîne. Je crois pouvoir vous retrouver encore une fois la semaine prochaine pour une autre tranche concernant même ces conflits et concernant même ce que nous pouvons faire, les stratégies que nous pouvons arrêter pour essayer un peu de stopper cette hémorragie des conflits armés, des conflits ethniques, des conflits interethniques, des conflits d'occupation et de la sous-tutelle de l'ONU. Je vous remercie, je vous retrouve la semaine prochaine et bye bye.